Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. C'est un peu l'histoire de ma vie, de surprendre et d'être là où on ne m'attend pas. Ma foi joyeuse ou ma foi engagée ou ma foi rock'n'roll m'a valu des controverses. J'ai besoin de cette part de danger. J'ai besoin d'aller là où la glace est fragile. La dernière phrase que me dira Saint Jean-Paul II, c'est « Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi ». Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, je suis Aude Cérès et je vous accueille dans le podcast du Figaro qui vous parle d'engagement et de dépassement. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes qui bâtissent un monde meilleur, un monde plus beau. Bienvenue dans Les Engagés. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Charles de Castelbajac, artiste, créateur, qui nous accueille chez lui. Bonjour Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour. Quand on pense à vous, Jean-Charles de Castelbajac, on pense couleurs vives, formes géométriques, pop culture, street art. Alors bien sûr, c'est vrai, mais votre création est ancrée dans une tradition française millénaire, faite de vitraux et d'héraldique. Vous êtes également à l'aise avec Lady Gaga ou Beyoncé, à l'époque avec Keith Haring et Andy Warhol, à l'aise avec la culture américaine et japonaise. La création est aussi un engagement et c'est pour ça que j'ai souhaité vous interviewer. Et cet engagement au cours de votre vie fut multiple. Vous-même, comment est-ce que vous définissez ? Je me définis pas, en fait. Je me définis comme une énergie en marche, en fait. Si j'utilisais un mot générique, ça serait conquérant. Conquérant de territoires inconnus, conquérant d'expériences non vécues, conquérant de mythes, conquérant de l'invisible aussi, et conquérant de l'histoire. C'est-à-dire se saisir de l'histoire et la convoquer pour l'emmener dans des projets futurs. L'origine de cette conquête, elle remonte à il y a quelques années. On va Oui. rembobiner un petit peu Oui. votre enfance. Quelle enfance avez-vous eu, Jean-Charles de Castelbajac ? Écoutez, j'ai eu tout d'abord une enfance très heureuse, fugace au Maroc, parce que j'ai vécu 5 ans au Maroc avec mes parents. Ensuite, je suis parti à Nice, 1 an surtout merveilleux auprès de ma grand-mère. Après, j'ai commencé un principe d'itinérance de pensionnaire qui a commencé à Jouan-les-Pins chez les sœurs. Là, c'était assez doux avec la pinède à côté, avec les pignons, avec les eucalyptus. Et puis après, la Normandie, un peu plus rugueuse, avec plus de pluie et aussi peut-être plus de solitude. Ce que je retiens de mon enfance, c'est bien sûr une certaine rudesse, une forme de solitude et d'ennui, mais la naissance et la genèse de mon imaginaire. En quoi ces années de pensionnat, ces années de solitude, comme vous dites, ont-elles contribué à votre élan créateur, à votre conquête ? Parce que très tôt, j'ai constitué une sorte d'état insulaire. L'ennui est devenu quelque chose de presque, j'allais dire, confortable et protecteur, comme une aparté. Ça vous apprend cet ennui à voir ce que les autres ne voient pas, à vous concentrer sur le trou dans un mur de pierre et imaginer que c'est une grotte. Ça vous emmène à voir dans une boîte d'allumettes un bateau et donc vous ne voyez pas ce que les autres regardent. Et en fait, petit à petit, cette notion, cette acuité, cette force de perception devient votre patrimoine imaginaire. Et ça s'est appliqué aussi aux couleurs. J'avais rendez-vous quotidiennement avec la chapelle, avec le réfectoire, où je retrouvais des couleurs primaires, tant par les vitraux que par des blasons qui étaient là, et cette force héraldique. Et lorsque je suis sorti de pension, j'ai retrouvé
ces accidents. J'ai retrouvé ces couleurs. Et là, c'était un rendez-vous avec mon style. Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez créée pendant ces années d'enfance? Je créais des camps militaires. Je jouais beaucoup aux petits soldats. Je faisais des batailles terribles. Et j'utilisais les aspérités du jardin de mes parents, du parc de mes parents, pour établir des lieux, des habitats, des lieux secrets, plutôt des choses de défense. Ce principe de protection s'est appliqué aussi très vite dans mes vêtements. J'ai construit plutôt des abris, des vêtements abris, des vêtements protecteurs, que des vêtements sensuels et révélateurs. Donc je construisais, oui, j'aimais bien construire. Assez jeune, vous avez rejoint votre mère à Limoges pour travailler avec elle. Enfin, je l'ai rejoint par ricochet. C'est-à-dire que, dans un premier temps, mes parents m'ont mis en pension, dans la pension de mon père en Normandie, à Mesnières-en-Bray. Ensuite, ma mère, qui avait fait l'école du Louvre, est revenue du Maroc. Elle a commencé à travailler pour une maison de couture qui s'appelait Le Cygne de Paris. Et ensuite, elle a commencé à créer les collections d'une maison de couture qui était à Limoges, qui s'appelait Claude Valmont. Et donc, par ce fait, mon père étant au Maroc, ma mère étant à Limoges, je suis resté dans ce principe de pension et je sortais 2 fois par an. Mais elle a commencé à vouloir que je me rapproche, donc elle m'a mis dans une pension à 60 km de Limoges, à la Souterraine, et ensuite je suis même resté pensionnaire à Limoges. Après, à 17 ans, je suis sorti, et là, j'ai commencé à être très attiré par la pop culture. Je sortais de longues années d'isolement, et j'entendais des bribes de rock anglais quand même au travers de mes sorties. Mon seul contact avec l'art contemporain et la pop culture, c'était les couvertures de disques, les couvertures d'albums, conçues par des studios comme Hypnogis, qui concevaient les couvertures de Led Zeppelin. Toutes les couvertures qui sortaient étaient produites par des grands designers. Le Yellow Submarine était produit par Hans Edelman pour les Beatles. Et là, je me suis nourri de toute une génération d'illustrateurs extraordinaires. C'est un métier qui a disparu, qui concevait sur 33 cm des images qui ont marqué mon enfance. Aux côtés de cette découverte de l'univers des artistes, notamment anglo-saxons, vous êtes appuyé sur un concept qu'on appelle désormais l'upcycling. Oui. Vous étiez très avant-gardiste à l'époque ou dans l'air du temps? Parce qu'il y avait l'arte povera en même temps. Vous savez, je réglais mes comptes avec mon enfance, en fait. Je prends comme exemple souvent un artiste comme Joseph Beuys, qui était pilote d'un avion de chasse allemand et qui s'est craché en Sibérie ou je ne sais dans quelle steppe. Pour soigner ses blessures, ses brûlures, les paysans l'avaient enveloppé dans du feutre avec de la graisse animale. Et les premières œuvres qu'il a produites, c'était un costume en feutre, c'était des containers avec de la graisse animale. Eh bien, je pense que j'ai reproduit ce syndrome qui était en fait que lorsque ma mère m'a proposé d'intégrer son atelier et de travailler avec elle, elle faisait des choses très féminines. Son atelier de 30 couturières, c'était une sorte de gynécée qui n'était pas familier pour moi. J'avais plutôt l'habitude de traverser des grands dortoirs où on était 50, vous voyez. J'avais été habitué à avoir des shorts en flanelle rugueuse. J'avais beaucoup de tendresse pour les murs qui avaient des aspérités. J'aimais le métal rouillé. Je préférais les ruines à tous les beaux châteaux qu'on me faisait visiter. J'avais une affection pour les arbres morts. Donc, vous voyez, j'avais une vision du monde particulière. Je voyais la beauté là où les gens voyaient la fin. Et je me suis toujours attaché dans ce principe à redynamiser, à redonner vie à des choses qui étaient en déclin. D'où ma passion pour l'histoire, d'où ma passion pour des héros de l'histoire qui avaient tendance à être oubliés, comme Jeanne Hachette, comme le Grand Ferré, comme du Guesclin, ou des anti-stratèges comme Hannibal et Amilcar Barca, son père. Voilà, j'étais très intéressé par les contre-courants de l'histoire. Tout ce qui était à contre-courant, tout ce qui était différent, ou tout ce qui était avant-garde, captait ma force créative. Vous avez ensuite créé votre propre maison, et la couleur est arrivée, elle remontait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, des vitraux, du réfectoire. J'ai créé ma propre maison. J'avais déjà en moi construit un style.
Mon style, mystérieusement, s'est imposé très vite, puisqu'il a été fait de détournements. Je m'appropriais et je détournais des choses usuelles. Peut-être que c'était, comme le dit ma femme Pauline, un écho au manque que j'avais eu. Je n'avais jamais eu d'ours en plus, je n'avais jamais eu de vêtements extraordinaires. Je portais mes pulls sur 4 ans, donc les manches devenaient courtes, comme la longueur de mes pantalons. Mais je transformais ça en un geste artistique. Et ce qui est apparu, c'est que donc je détournais les matières et je n'utilisais aucune matière textile faite pour la mode. Ensuite, il y avait une gamme chromatique, donc il y avait les couleurs de la terre, du terroir. J'avais une revendication presque rurale. J'aimais ce qui venait du monde paysan. Et puis, d'un autre côté, cette dimension épique qui, elle, venait par les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, très facile à identifier sur un champ de bataille et qui se reproduisait en écho dans notre société de consommation au travers des logos, au travers des slogans. D'ailleurs, j'ai fait un très beau livre avec mon ami Pastoureau sur la toison d'or et sur la force de l'héraldisme. Ce qui me semblait essentiel, c'était de commencer des collaborations. Tous les auteurs, les artistes qui me fascinaient, comme Duane Michaels qui avait fait les dernières photos de Magritte, comme Antonioni qui avait fait Blow Up, tous ces gens, je voulais les rencontrer ou je voulais travailler avec eux. Pourquoi cette collaboration que vous avez entretenue au long de votre carrière et qui a été foisonnante? Toute ma vie, encore aujourd'hui. Vous voyez, là, je viens de faire une collaboration avec un collectif de design formidable qui s'appelle Alaos. Je viens de faire un rap avec un jeune artiste qui s'appelle 3010, où je raconte l'histoire de Baraka, le pilote de guerre qui a eu aux 32 victoires. Cette histoire de collaboration, c'est que si j'avais intégré une carrière musicale, j'aurais formé un groupe. Si j'avais été surréaliste, j'aurais intégré le groupe. C'est Montaigne qui dit il n'y a pas d'idée sans être deux. Je pense que j'ai des idées sans être deux, mais j'ai besoin de la confrontation. J'ai besoin de cette part de danger. J'ai besoin d'aller là où la glace est fragile. Dès que je me sens trop familier à un geste, par exemple récemment, je commençais à m'ennuyer à dessiner trop bien, alors que certains vont sourire parce que suis-je à côté de Cocteau ou de Picasso ou de Matisse, mais je me trouvais que je dessinais trop bien. Eh bien, j'ai commencé à convoquer ma main droite qui n'avait jamais fonctionné durant toutes ces années, et là, je me suis aperçu qu'elle n'attendait que ça, cette main droite, que je fasse des découpages et des collages. Et là, je suis rentré encore dans une autre étape, qui sont les collages, comme ceux que j'expose à Drawing Lab, rue de Richelieu en ce moment, autour de Matisse. Vous pensez que notre société est devenue trop individualiste? Je ne sais pas si elle est devenue individualiste, mais la dimension associative n'a jamais été aussi inscrite. Quand je vois par exemple dans ma belle famille, dans le Nord, il y a un engagement pour la solidarité à l'égard des migrants, par exemple, et de leur devenir et de leur quotidien, dans l'attente d'une vie nouvelle. Et l'engagement et la mobilisation, je la trouve très présente chez les jeunes. Quand je vois leur réaction face à la dystopie écologique et leur prise de conscience, elle est plus grande que celle que j'avais à ma génération, où j'étais un grand utopiste et mon grand projet, c'était d'aller sur la Lune, de faire une révolution et de changer la marche du monde. Je les trouve plus concrets, en fait. C'est beau de voir une jeunesse en colère, parce que c'est important. Vous avez fait aussi une collaboration avec l'Église de France. Ça a commencé à 87 par un coup de téléphone de Mademoiselle Moineau, qui était l'assistante du Père Couturier. Père Couturier, directeur du comité d'art sacré, ami de la famille de Ménil et donc de ces grands artistes qui avaient travaillé pour cette famille. Et Mademoiselle Moineau m'a demandé, projetait une exposition à l'abbaye de l'Épau et m'a demandé de me mobiliser autour d'un projet du comité d'art sacré. Nous étions 4 convoqués. Il y avait André Courrèges qui devait faire des costumes pour célébrer la messe sur la Lune, Amish Kapoor qui faisait des autels en lave, Gérard Garouste et moi. Et moi, j'ai choisi un sujet particulier puisque j'ai choisi la célébration de la messe en milieu carcéral. Donc, j'ai travaillé sur ce projet formidable pendant 1 an. Je pense que c'est là où Monseigneur Lustiger a remarqué mon travail. 97, je suis convoqué pour les JMJ, dont j'ai fait une sorte de direction artistique puisque j'ai fait 5000 vêtements pour les prêtres, 500 pour les évêques, et j'ai eu la grande joie d'habiller Monseigneur Lustiger et le Saint-Père Jean-Paul II.
vous aviez choisi un motif d'arc-en-ciel. C'est un peu l'histoire de ma vie, de surprendre et d'être là où on ne m'attend pas, tant par le début de ma carrière où je me saisis de couvertures et de serpillères, que plus tard, lorsque je fais d'un manteau avec des ours en peluche un brûlot de communication en faveur de l'écologie contre la souffrance animale. Mais là, ce motif de l'arc-en-ciel, il était évident. C'est le drapeau que je retrouvais en Normandie. C'est le drapeau qui m'a accompagné toute ma vie dans des moments de doute ou de solitude. Quand je voyais apparaître ce formidable arc dans le ciel, j'étais rasséréné. Et donc, j'ai proposé cet arc-en-ciel effectivement à Monseigneur Lustiger. Et il m'a dit, c'est très bien, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel, nous allons travailler sur l'arc-en-ciel. Et j'ai eu cette idée d'utiliser l'Arche d'Alliance comme élément fédérateur. D'ailleurs, la dernière phrase que me dira Saint Jean-Paul II, c'est « Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi ». Le vêtement que j'ai dessiné pour Jean-Paul II, qui était rebrodé avec cet archipel de petites croix convergentes par la Maison Le Sage, était devenu une relique, puisqu'entre-temps, Jean-Paul II est devenu saint, et est devenu une relique de 2e catégorie, et qu'il a été sauvé de l'incendie et qu'il était dans le trésor de Notre-Dame. Donc c'était chargé de sens. Et donc je suis parti de cette phrase, la couleur comme ciment de la foi. Et n'ayez pas peur aussi. N'ayez pas peur, c'est une phrase dans laquelle je me suis retrouvé lorsque Jean-Paul II l'a prononcée, parce que c'était un rendez-vous de motivation quotidien dans ma vie, de ne pas avoir peur. Ou alors, dans les moments de doute, de me dire « Allez Jean-Charles, on y va ». Et donc j'ai proposé à Monseigneur Ulrich et à Monseigneur Ribado-Dumas, qui dirigeait l'atelier Notre-Dame, cette idée de couleur. Comme pour les 2 précédents projets, je suis parti du dessin d'une croix. J'ai repris la croix de Marc Couturier qui avait survécu au tumulte. Comme ça, je lui ai donné cette idée de rayonnement, de projection, de couleur, d'éclat. Notre-Dame, ça a été le climax de l'accomplissement pour moi dans cette relation avec l'Église. Parce que j'ai pu, grâce au Père Normand, participer à la scénographie. J'ai dessiné 120 bannières multicolores. Et puis j'ai pu, par ce travail, dire aux jeunes générations et à d'autres, il n'y avait pas qu'un rendez-vous avec les écrans, même si moi-même je suis accro, mais qu'il y avait rendez-vous avec soi-même et avec la spiritualité. Vous êtes croyant ? Oui, je suis croyant, oui. Pour vous, la foi doit être joyeuse ? Ma foi joyeuse, ou ma foi engagée, ou ma foi rock'n'roll, m'a valu des controverses. Mais, à mon sens, c'était aussi un message subliminal pour dire que l'Église est moderne, que l'Église est à l'écoute des générations de venir, et qu'elle n'est pas que une institution qui veut transmettre des choses immuables. Donc il y a, voilà. Qu'elle est vivante. Elle est vivante, elle est vivante. Elle n'a jamais été aussi vivante. Et je pense que l'art sacré n'a jamais été autant, à part entière, un élément de langage. Parce que il permet, à partir de l'invisible, à partir de l'abstraction, d'envoyer un message fort, un message d'espérance, un message de joie, un message communautaire de vivre ensemble. Et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on transforme sa foi quand on est artiste et comment l'art est-il au retour de la spiritualité ? J'allais dire par le quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir un don. Par ce don, j'ai le sentiment que je peux prier autrement. Mais j'aurais été jardinier, ou militaire, ou boulanger. Je pense que j'aurais modifié mes parterres, ou mes pins, ou ma vitrine, ou ma manière d'envisager les choses d'une autre manière. C'est comme une porte de lumière. Notre vie, elle est longue, elle est faite de up and down. J'ai pas eu un chemin tout droit, Et un chemin, s'il n'est pas parcouru d'embûches, de doutes, de remise en question, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'assez ennuyeux, au fond. À un certain moment, on arrive vers cette porte de lumière. C'est un instant où tous les éléments convergent. Tous les éléments convergent dans notre vie. On devient un grand tout, quelqu'un de libre, qui a fait de ses contradictions une affirmation et qui prend le chemin avec un grand enthousiasme. C'est pour ça que je crois que, en dehors de la félicité d'homme qui m'habite aujourd'hui par ma vie quotidienne, j'ai cet épanouissement artistique. Vous fourmillez de projets toujours, et donc votre prochain projet, c'est cette exposition à Toulouse au Musée des Abattoirs ?
j'ai cette demande de ce musée, qui est un musée d'art contemporain, donc qui n'est pas un musée de mode. C'est ce qui m'a interpellé, c'est ce qui m'a touché. C'est aussi un musée qui est à Toulouse, formidable musée où Niki de Saint-Phal, son œuvre a été présentée avec beaucoup de succès. Et j'aime bien cette idée de retour aux sources. J'aime bien l'idée de venir vers cette ville rose, cette ville du sud-ouest, tout près de mes racines de Bigorre. Et puis, je veux que ça soit une expo en marche. Donc, c'est une expo performance, c'est une expo installation, c'est une expo sur toute la dimension du musée, c'est-à-dire sur 1200 mètres carrés, tant sur ma carrière d'artiste que sur ma carrière de créateur de mode, que sur ma carrière de designer, sur toutes mes collaborations, sur le travail que j'ai fait avec l'Église, sur mon travail de graffiti, comme je pratique depuis 30 ans dans la rue. C'est aussi la convergence d'autres artistes que j'invite. Et enfin, il y aura aussi mon exposition que j'avais fait au Centre Pompidou, qui s'appelle Le Peuple de demain, qui a fait 160 000 visiteurs à l'époque, il y a 2 ans, pour les enfants. Vous qui avez traversé plusieurs époques dans le milieu de la mode et de la création, qu'est-ce que vous pensez de notre époque aujourd'hui ? Moi, je la trouve très excitante. Alors, quand je dis ça, les gens sont stupéfaits. Non, pas du tout. J'ai tout d'abord adoré la fin des années 60, la naissance du rock, les Yardbirds, les Kings, les premières les images de Warhol, les illustrateurs, les intellectuels aussi, comme Gilles Deleuze, les grandes conquêtes de l'espace et d'autres. J'ai adoré ça, 70, 60, 70. Et puis ma propre conquête, lorsque je suis arrivé à Paris, la découverte, me dire mais comment vais-je prendre d'assaut cette ville, hein ? Aujourd'hui, je suis époustouflé par la multitude de jeunes talents dans tous les domaines, écrivains, musiciens, designers de mode. Là, je viens de défiler pour un jeune créateur. C'est la première fois que je faisais le mannequin, qui s'appelle Emeric et qui a une marque qui s'appelle 3 Paradis. C'est un joli nom. Il y a une émergence de talents. Est-ce que ça, c'est l'autre paradoxe du digital, hein ? Autrefois, les artistes avaient des grands ateliers vitrés où ils peignaient. Aujourd'hui, les artistes, ils ont leur atelier dans leur poche. Ils peuvent avoir l'application pour apprendre à jouer de la guitare. Ils ont un studio de téléphone extraordinaire. Ils peuvent dessiner. Ils peuvent écrire des poèmes. Donc le tout, c'est de bien utiliser les choses, vous comprenez. Ce qui m'interpelle dans l'époque où nous vivons, c'est que on n'a jamais eu autant besoin d'artistes. On n'a jamais eu autant besoin d'artistes pour donner un message universel. Parce que il y a une démission des dogmes. Aujourd'hui, il y a une désillusion, il y a une grande violence, qui est héritée d'images que nos sociétés a créées, de vidéos, de jeux vidéo. Ça me fait penser parfois à un roman anglais qui s'appelait Sa Majesté les Mouches, où la jeunesse prend le pouvoir comme ça avec une grande violence. Et donc, face à ça, l'artiste n'a jamais eu autant de responsabilité que de créer des collectifs, que de créer des immersions, que de participer en distribuant des éléments de réflexion qui soient positifs. Je reste un grand utopiste, mais j'ai confiance. Merci infiniment pour cet entretien. J'en viens à la question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Eh bien, j'inviterais un garçon avec qui je vais déjeuner tout à l'heure, qui s'appelle Oli, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Big Flo et Oli, qui est un Toulousain. C'est un garçon qui a fait un chemin assez exemplaire, puisqu'à partir de sa musique, de son héritage familial, a construit une forme de langage d'espoir. Donc c'est du rap, mais c'est pas que du rap, c'est du slam, c'est de la poésie. Donc j'inviterai Oli. Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. Merci de nous avoir reçus également dans votre magnifique appartement. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que les engagés sont disponibles sur le site du Figaro, sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé.
Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux.